Bienvenue en Bolivie. C'est l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine, mais sa richesse culturelle et ethnique est unique au monde. Mais c'est aussi un pays d'extrêmes. Des extrêmes climatiques. Ici, il peut faire plus 40 degrés et moins 25 degrés pendant la même saison. Une politique d'extrême gauche, car c'est le seul pays du continent à avoir élu un président amérindien qui mène une révolution socialiste tambour battant. Et enfin d'extrême économique, car son sous-sol regorge de richesses incroyables malgré une population très pauvre. Donc c'est parti pour une aventure un peu dingue au pays de la Pachamama. Ça fait flipper hein, quand même, moi j'ai le vertige. Bon, on est là dans un école du altiplano bolivien, on est à plus de 5000 mètres d'altitude. Je vous assure qu'en termes d'oxygène, on sent la différence. Et en fait, là je m'apprête à partir pour découvrir la route de la mort, qui est une route qui va m'amener vers les plus grandes plantations de coca du pays. Mais avant de partir, les Boliviens ici m'ont dit qu'il fallait que je fasse une petite donation à la Pachamama, la déesse de la terre ici. Alors c'est assez simple, c'est de l'alcool à brûler. Il faut donner quelques gouttes sur les roues. Comme ça devrait normalement nous garantir une bonne route sur la route de la mort. Allez, c'est parti. Mais regardez-moi ça quoi. Bon ça y est, on est sur la route de la mort. Je veux dire qu'elle porte bien son nom parce que les précipices ici font des centaines de mètres. Ça fout vraiment les jetons. Et d'ailleurs quand j'ai pris le volant, on m'a donné un conseil, on m'a dit surtout ne porte pas ta ceinture de sécurité parce que si tu tombes, c'est mieux de se faire éjecter du véhicule que de terminer la course en bas quoi. Bon, on était à 5000 mètres d'altitude et maintenant on est en train de descendre de plus en plus bas, vers à peu près 1400 mètres. C'est l'altitude idéale pour faire pousser la coca. C'est un peu comme le café, quoi. Hein. Pour bien pousser, elle a besoin d'altitude. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce pays, comme en Pérou, comme en Colombie, il y a eu pendant des années la guerre contre la drogue qui a été très répressive. On a arraché les plants de coca à tour de bras. Et en fait, depuis l'élection d'Evo Morales, qui est le premier président indigène élu d'Amérique du Sud, qui lui-même était un planteur de coca, eh bien, les choses se sont nettement améliorées. Maintenant, il y a beaucoup plus de concertation et beaucoup moins de répression. Mais la Bolivie reste quand même le 3e producteur de coca au monde. Je m'enfonce au cœur de la vallée des Yungas, l'une des plus grandes régions productrices de coca du pays. Je suis en plein milieu des champs de coca, ici. Tout ce que vous voyez là, les feuilles, c'est de la coca. Et je vais aller voir les cocaleros là pour qu'ils m'apprennent un peu comment on fait la récolte ici, dans la vallée des Yungas. Oui, cet endroit est vraiment magnifique. C'est très joli. Oui, c'est vraiment très joli.
Oui, et le climat est génial aussi. C'est bon pour la coca? Oui, c'est parfait pour la coca. Tu vois, c'est la récolte de cette petite feuille qui nous permet de gagner notre vie. En récoltant ceci, on s'habille. On s'achète des chaussures, on mange, on se nourrit. Autrement, on n'aurait rien. Alors rien du tout alors. Vous avez une sorte de droit indigène pour cultiver la coca? Oui, c'est ça. C'est un droit traditionnel? Oui, nous avons une licence qui nous autorise à produire de la coca et à la vendre à La Paz. Et la coca a des propriétés médicinales très importantes aussi, non? Pour les douleurs de ventre, par exemple. Ou empêcher que le taux de sucre n'augmente dans le sang. Ah, ça maintient le taux de sucre. Ça protège contre le diabète. Mais en ce qui concerne la cocaïne, elle ne vient pas d'ici. Ici, c'est nous qui assurons le contrôle. Dans ce secteur, il n'y a pas de narcotrafiquants. Mais qui fait la loi ici? C'est nous qui faisons la loi. Et celui qui tenterait de produire de la drogue ici, nous le punirons. Et je peux goûter les feuilles ou pas? Oui, viens, on va mastiquer un peu de coca. Ah, boléar? Ça, c'est notre coutume, de faire une pause comme ça dans la matinée. Il faut faire une petite boule comme ça. Je prends des petites feuilles? Oui, tu plies, tu rajoutes des feuilles et tu mets ça dans ta bouche. Et alors, il faut mâcher? Il faut l'imbiber de salive pour faire ressortir le parfum. C'est bon. Et alors, ça va me donner des forces? Et tu peux aussi ajouter ça au Pachamama. Et je bois ça comme ça? Une toute petite gorgée. Hey, tu me donnes. C'est de l'alcool à 90. C'est comme ça qu'on fait ici en Bolivie. Ah, c'est la réserve ici, c'est ça? C'est ici que nous gardons la coca que nous récoltons. Regarde-moi ces sacs, ils sont énormes. Combien ça pèse, ça? Il y a 13 kilos. Et alors, un sac comme ça, vous allez le vendre où? Je vais amener ça à La Paz, au marché. Ah, le mercado, oui, ok. Oui, mais en revanche, je me demandais, comment tu fais pour l'amener à La Paz? Parce qu'il faut traverser cette vallée immense pour rejoindre la route. C'est un secret. C'est un secret? Mais tu me le montres, non? D'accord, je veux bien te montrer. D'étranges câbles métalliques relient les flancs abrupts des montagnes. Ces tyroliennes permettent aux paysans des Yungas d'aller et venir de part et d'autre de la vallée. Un mode de locomotion rapide mais extrêmement dangereux pour transporter la coca. Ignacio et Ramiro ont été les premiers à installer les câbles il y a 30 ans. C'est avec ce câble que vous transportez tout de l'autre côté? Oui, tu accroches le sac là. Et ce crochet, on va l'utiliser pour tirer la cargaison. Et alors c'est vous qui avez eu l'idée d'installer ces câbles comme ça dans la vallée? Bien sûr. Quand on est arrivé, il n'y avait rien ici. On a dû se débrouiller seul. Il n'y avait même pas d'ingénieur. Rien du tout, juste lui et moi. Et ça fait combien d'années que vous avez mis ça en place? Ça fait 30 ans. Et avant les câbles, ça se passait comment? Ça devait prendre des heures, non? Pour traverser? Oh oui, et puis tu transpirais. Tu n'avais pas vraiment le temps de te reposer. Alors tu arrivais en bas exténué. Ce câble nous a changé la vie. Au début, ces câbles ne faisaient pas plus de 50 mètres. Aujourd'hui, les plus longs font 600 mètres. La première fois que tu l'as utilisé, tu te sentais comment? Mon cœur est resté ici, pendant que mon corps partait là-bas. C'est comme ça la première fois. Tu as peur, mais tu dois le faire. Allez, on y va. Ça, c'est mon frein. Je m'attache ici. C'est quand même incroyable parce que le crochet là, il n'est pas du tout sécurisé quoi. Hein. C'est juste un crochet comme un croc de boucher.
Et le mec va traverser 500 mètres là, le long du câble. Même quand on touche le câble comme ça, on sent les vibrations du vent. C'est vraiment incroyable. C'est des risques incroyables. Il y a déjà eu des accidents ici? Oula, oui. Il y a eu 3 morts. 3 morts? Tout dépend de la poulie. Si elle est bien serrée, il n'y a pas de danger. Si elle ne l'est pas, elle se défait et tu tombes. Et quand les gens tombent, ils s'ouvrent le ventre. Le ventre ou la tête? Ah ok. Bon ben il n'y a plus qu'à essayer maintenant. Hein. Allez, j'y vais. Je suis un peu trop gros pour eux en fait ici. Ils n'ont pas exactement le même physique, ils font la moitié de mon poids je pense. Oui, voilà, comme ça, c'est bon. Bon, je dois vous dire que très franchement, traverser ce truc qui fait 500 mètres de long avec juste un petit morceau de tissu pour faire la sécurité, c'est pas exactement mon idée de sécurité. Je prends ma coca avec moi, c'est ça? Un voyage en duo, non? Fais attention, car tu pourrais te coincer les doigts. Oui, ne le prends pas comme ça. Bon, j'ai mon sac de coca et l'amour de Dieu, non? Allez, comme ça? Salut! Bon voilà, je viens de livrer mon premier baluchon de coca à la route, mais moi je voudrais bien savoir où est-ce qu'il va à La Paz, donc prochaine étape, on va à La Paz. Pas en câble cette fois-ci. Ça y est, je suis enfin arrivé à La Paz, dans le plus grand marché légal de coca au monde. C'est ici que toute la coca qui est produite dans les Yungas arrive. C'est des centaines de tonnes qui sont échangées chaque jour. C'est assez dingue quand même. Il y a une odeur de coca ici, tout sent le coca. La feuille vendue ici n'est pas vouée à finir dans les narines. Elle est comment ta coca? Très très bonne. Je peux la voir? Humberto Cruz supervise ce marché de grossistes. Cette coca servira essentiellement à la mastication. Mais depuis peu, elle est aussi transformée en toutes sortes de produits de consommation. Elle a plus de goût, plus d'arôme. C'est la meilleure? Oui, c'est la meilleure coca des Yungas. Comment se porte l'industrie des produits dérivés de la coca? Elle est encore à ses débuts, non? Oui, elle en est encore à ses débuts. Mais c'est une vraie volonté du gouvernement que la coca ait sa propre industrie légale. Il y a par exemple des industries privées qui fabriquent des pommades, des liqueurs, de la farine de coca, toutes sortes de produits. Il y a même du dentifrice à la coca. Du dentifrice? On fait aussi des gâteaux. Cette industrie, c'est une manière pour nous de faire passer le message au monde que la coca n'est pas nocive dans son état naturel. Ici, il y a le même parfum que dans les Yungas, ça sent la coca. Oui, bien sûr, parce qu'elle est originaire des Yungas. Bon, merci, à bientôt. Merci.
aujourd'hui, même s'il essaye d'en faire un business, la réalité c'est que le seul produit dérivé que les gens veulent dans le monde entier de la coca, c'est la cocaïne. Donc là je suis en train de me rendre à El Alto, qui est un quartier très pauvre de la ville. En fait le quartier se trouve à 4000 mètres d'altitude. En fait pour comprendre La Paz c'est assez simple. Les riches habitent le plus bas possible pour avoir le plus d'oxygène et les pauvres habitent le plus haut possible là où il y a le moins d'oxygène. Donc je me rends à El Alto pour pouvoir rencontrer les fabricants illégaux de cocaïne. Je retrouve dans ce laboratoire clandestin des sacs qui ressemblent étrangement à ceux en vente dans le marché de La Paz. Que se passe-t-il ici? Là, on est en train de mettre les feuilles de coca. C'est des feuilles fraîches, c'est ça? Tu vois, cette feuille de coca, de ce côté, elle est verte. Et de l'autre, elle est blanche, car il contient la matière première. Ah, le blanc, c'est donc ce qui fait le blanc de la cocaïne? Oui, ça vient de là. Ah, je savais pas. Donc pour que tout sorte, il faut mettre les feuilles dans du kérosène. Ça fait tout ressortir. Ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils obtiennent du jus. C'est ce jus qui est la base à partir de laquelle on travaille. Pendant 1h30, les deux adolescents et le chef cuistot piétinent les feuilles pour en extraire sa substance active, l'alcaloïde. Et depuis combien de temps vous faites ça? 5 ans. 5 ans? Et avant, vous faisiez quoi? J'étais agriculteur. Un fermier donc? On nous a montré comment faire, on nous a appris le métier et ça nous a rapporté un peu d'argent. Oui, on gagne mieux en faisant ça qu'en cultivant des oranges. Ah oui, c'est sûr. Il faut savoir qu'un chargement de patates n'équivaut qu'à environ 38 €. Et tu gagnes combien en produisant 1 kilo de coke? Ici en Bolivie, on gagne de 3500 à 4000. 4000 $ pour 1 kilo? Oui, pour 1 kilo. Et aux États-Unis, ça se vend combien? Rien qu'au Chili, par exemple, ça coûte 20 000 $. Le même kilo? Pour 1 kilo. Tu t'imagines bien qu'aux États-Unis, ils triplent le prix, alors que la qualité est bien inférieure. Oui, parce qu'ils la coupent avec d'autres produits, c'est ça? Ils la mélangent, donc la qualité diminue à chaque fois. Oui, la qualité diminue, le prix augmente. C'est bizarre comme évolution. Ce qui est incroyable, c'est que ces gens ne se rendent pas du tout compte de la violence qu'engendre le trafic de drogue à travers le monde, quoi. Et vous risquez quoi si les policiers débarquent? Aujourd'hui, la loi a changé. Maintenant, si on t'épingle, on te confisque tout. On te confisque la maison, avec tout ce qu'il y a dedans, et on t'envoie en tôle. Et c'est pour ça que les gens qui font ça changent sans arrêt de lieu. Donc demain, le labo aura disparu, c'est ça? Oui, exactement.
Mais ceux qui produisent vraiment beaucoup, dans les 30 ou 40 kilos, eux ne vont jamais en prison. Malheureusement, depuis que le gouvernement actuel est au pouvoir, la drogue a progressé en Bolivie, absolument partout. Prenez la coca de Cochabamba. Elle est modifiée génétiquement et elle ne peut être utilisée que pour faire de la drogue. Alors devinez pourquoi il y a autant de ce type de coca. Qui n'est même pas comestible. Ça, c'est la drogue. Oui, je vois la partie blanche. Ça, c'est l'étape finale de toute cette cuisine là. On est en train de filtrer l'eau laiteuse et on peut commencer à voir là la cocaïne qui apparaît en... Je dirais qu'il y en a pas mal quand même. Donc ça, c'est le produit final. Oui, il n'y a plus qu'à le faire sécher. C'est de la coke 100% pure. 100% pur. Je quitte La Paz pour continuer mon voyage sur l'altiplano et découvrir une montagne mythique en Bolivie. Bienvenue dans la ville impériale de Potosí. Pendant 5 siècles, la montagne de la ville de Potosí a enrichi tous ceux qui l'ont exploitée. Mais ce symbole de tout un pays classé au patrimoine mondial de l'humanité est aujourd'hui en danger de mort. Pendant 500 ans, des générations de mineurs ont creusé la roche et aujourd'hui, la montagne est un énorme gruyère qui risque de s'effondrer sur elle-même. J'ai rendez-vous avec Johnny Yali, un homme qui s'est fait pas mal d'ennemis dernièrement. Il lutte pour fermer les mines et préserver ce qui reste de cette montagne mythique. Mais quelle belle architecture! En tant que Potosiens, nous sommes fiers de cette architecture coloniale et nous nous battons pour sa préservation. Et d'ailleurs, nous essayons d'attirer le plus de touristes possible. Mais l'une des attractions majeures de la ville, c'est sa montagne, non? Exactement. Et c'est grâce à cette montagne riche en minerais que la Bolivie a vu le jour et que Potosí est connu dans le monde entier. Combien de mineurs travaillent dans ces mines? 17 000 personnes. 17 000? Oui, 17 000 mineurs. C'est incroyable. On va la voir, cette montagne? Oui, allons-y. Jusqu'au sommet. Ah, j'espère bien, ouais, tout en haut. Le lieu vient d'être placé sur la liste des patrimoines mondiaux de l'humanité en péril. Mais Johnny souhaite me montrer que malgré l'urgence, le gouvernement tarde à trouver des solutions. Quelqu'un me disait qu'on l'appelle la montagne qui mange les hommes, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Il y a des éboulements et il arrive que des mineurs meurent écrasés. Mais combien de gens meurent chaque mois? La moyenne basse, d'après nos estimations, mais vraiment la plus basse, est de 4 morts par semaine. Ah, c'est terrible. Wow, quelle vue époustouflante. Il fait très froid, n'est-ce pas? Ah ouais, on se les gèle, hein. Il y a du vent. Mais aujourd'hui, cette montagne continue à apporter des richesses à la ville ou pas? Oui, elle continue. Même après 5 siècles? Même après 500 ans, il y a toujours des richesses à exploiter. D'après une étude menée par des géologues et des ingénieurs,
Il reste de quoi exploiter la montagne pendant encore un siècle. Le combat de Johnny contre les syndicats de mineurs semble perdu d'avance. Mais régulièrement, il met en garde ses opposants contre un affaissement majeur de la montagne, qui pourrait tuer des milliers de personnes. Ça a été tellement défiguré. Après tant d'années de travail, tant d'années d'exploitation. S'il y a encore quelque chose qui permet à cette colline de tenir debout, ça doit être la bénédiction de Dieu. J'arrive enfin à la cime de la montagne, à 4782 mètres. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'est effondré là? Oui, ça s'est effondré. Ça montait tout en haut et descendait ici. La montagne montait encore plus haut. Oui, elle montait plus haut et elle arrivait jusqu'ici. Et ça a commencé à tomber, petit à petit. À cause de toutes les galeries en dessous? À cause de tous les forages qui ont encore lieu, oui. Et ici, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ici, ils voulaient étayer, afin d'arrêter le glissement. Mais ils n'y sont pas arrivés. Ils n'y sont pas arrivés car d'autres mineurs continuaient de creuser. Et du coup, les éboulements ont continué. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette fissure. On est en train de détruire ce qui est le patrimoine de l'État bolivien, reconnu par l'UNESCO. Oui, c'est un patrimoine mondial, pas seulement bolivien. Un patrimoine mondial que nous sommes en train de détruire. Et nous ne valorisons pas ce qui devrait être préservé. Parce que si l'on continue, toute la montagne va disparaître, non? Elle pourrait s'effondrer. Et si elle s'effondre, elle tuera des milliers de personnes, n'est-ce pas? Ce serait une très très grave catastrophe. Si existiera ese colapso. Il n'y a pas à dire, mais la Bolivie, c'est quand même un pays avec une immensité comme j'en ai rarement vu. Voilà, on a laissé derrière nous les mines un peu moribondes de Potosí pour se diriger vers le sud du pays maintenant. Parce que si les dizaines de milliers de mineurs de Potosí risquent de ne plus avoir de job dans les années à venir, eh bien, ils ont fait une découverte ici en Bolivie qui pourrait changer la face du pays. Ça y est, je suis sur le Salar de Uyuni, la plus grande mer de sel au monde. C'est aussi l'une des plus importantes destinations touristiques de la Bolivie. Et je veux dire que c'est un endroit vraiment magique, il y a une sensation de liberté totale. Si je veux, je peux juste enlever les mains comme ça et conduire pendant une heure et demie sans problème. Je risque de ne rien percuter, quoi. C'est vraiment top. Sous cette immense croûte de sel qu'il y a autour de nous, eh bien, il y a les plus grandes réserves au monde de lithium. Lithium, c'est cet élément essentiel qui alimente nos téléphones portables, nos ordinateurs et même les voitures électriques. Alors maintenant, je me dirige vers, je crois, j'espère en tout cas, vers la première usine de lithium de Bolivie. C'est parti. Pour exploiter ce nouveau filon, le gouvernement d'Evo Morales n'a pas lésiné sur les moyens. Il espère pouvoir transformer ce site en véritable Eldorado pour son pays. Non mais...
Ce désert est immense, quoi. J'ai voyagé partout dans le monde, mais je n'ai jamais vu un endroit aussi vaste. Il y a plus de 10 000 km² de superficie. 10 000 ? Marcelo Castro est responsable des opérations sur le site depuis son ouverture en 2010. Alors c'est quoi, c'est une mer de sel, là ? C'est une mer de sel, de potassium, de lithium, de bore. Mais tout ce qu'on voit ici, c'est du sel, non ? Ici, c'est du sel. Et je peux le goûter ? Bien sûr, mais c'est très fort. Ah, c'est assez acide même. Oui, c'est du sel concentré. Ouais, super concentré. Parce qu'avant, ici, c'était une lagune. Une énorme lagune. C'était un lac. Oui, mais c'était il y a des milliers d'années, non ? Bien sûr, et peu à peu, ça s'est solidifié. Le climat est très rude ici, non ? Il fait froid, il y a du sel partout. Les vents peuvent atteindre jusqu'à 90-100 km/h. Ah oui, les vents. Oui, il n'y a rien pour les arrêter ici. On est dans une plaine, dans un désert absolu. Ce que je ne comprends pas, est-ce que l'eau c'est le lithium c'est l'eau? Il est où ce lithium en fait? Le lithium est présent ici dans la saumure en petite quantité et nous l'envoyons aux piscines, ça se concentre là-bas. En fait, je reviens de Potosí où il y a tous ces mineurs. Mais ici, nous sommes dans une mine du 21e siècle, non? L'argent, à l'époque de son essor, a entraîné la pauvreté. Mais ils ont extrait beaucoup de minerais d'argent pourtant. Oui, ils extrayaient beaucoup d'argent, mais tout partait à l'étranger. Oui, c'était de la pure colonisation. De la colonisation, de l'exploitation, de l'esclavagisme. Mais maintenant, c'est différent. Le lithium, c'est l'argent du 21e siècle, mais désormais, ça va servir au développement de notre pays. Parce que le profit que vous pouvez générer à partir de cette mine doit être énorme, non? C'est sûr, et il doit être une vraie contribution pour nous, pour aider le pays. Il y en a, d'après les calculs, suffisamment pour 1000 ans d'exploitation. Mais avant d'enrichir le pays pendant un millénaire, l'usine pilote d'Evo-Morales doit d'abord être rentable aujourd'hui. Les installations tournent au ralenti et certains critiquent déjà les effets d'annonce du président et son manque de suivi. L'usine est très grande, hein? Elle est toujours en cours de développement? Cette usine est encore pilote. En réalité, elle est trop grande pour être pilote et trop petite pour être industrielle. On peut dire qu'elle est semi-industrielle. Et tu peux me montrer un peu de lithium ici? Bien sûr. Ah, ok. Voici le carbonate de lithium. Je peux le toucher? Bien sûr. On dirait de la farine pour préparer les gâteaux. Oui, mais avec ça, on va faire des batteries. En fait, si je comprends bien, l'idée aujourd'hui, c'est que vous ne transformez pas seulement le lithium, mais vous avez aussi envie de construire des batteries pour avoir un produit avec une valeur ajoutée. Bien sûr. Ce serait une première pour le pays. C'est ça. Imagine-toi qu'à cause d'un manque d'infrastructures, nous sommes obligés d'importer du sel depuis le Chili. Mais ce n'est pas possible.
Tout cela est en train de changer. Nous, qui avons tant de sel et de lithium, nous n'allons pas les donner afin qu'on nous ramène des batteries. C'est tout un processus industriel alors. Un processus d'industrialisation complète. Et cet argent, cette valeur ajoutée, restera dans le pays et sera mis au service des hôpitaux, des cliniques, des complexes sportifs, afin que l'on vive tous mieux. Bon voilà, ça fait... Salut, Chin Chin. Ça fait 2 semaines que je suis en Bolivie maintenant et partout où je suis allé, eh ben, j'ai vu des Indiens Aymara ou des Indiens Quechua. Et là, tout d'un coup, je débarque dans un village et tout le monde est afro-bolivien, quoi. Et alors, afro-boliviano, non? Afro-boliviano. Et bueno, ici, c'est une fête, ils sont en train de célébrer un événement dans la famille. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il paraît qu'il y aurait un roi des Noirs boliviens. Et donc, je vais essayer d'aller le rencontrer. Chin Chin, salut. À la communauté afro-bolivienne. Exacto. Le petit village perdu de Mururata est un peu le bastion des descendants d'esclaves. Des Noirs arrivés avec les premiers colons espagnols pour travailler dans les champs de café. Je retrouve Sa Majesté Julio Pinedo. Ah, c'est chez vous ici? Oui, c'est ma maison ici. Et c'est une petite épicerie aussi. C'est exact, j'y vis avec ma femme. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Ah, vous êtes une reine, pardon, je dois me mettre à genoux. C'est comme ça qu'on fait en Europe, hein, quand on rencontre une reine. Je vois que vous êtes habillé en cholita. C'est typiquement bolivien, ça. Oui, oui. Je me suis toujours habillée de cette manière. Est-ce qu'il y a encore des traditions africaines que vous continuez à pratiquer? Nous en préservons une partie, mais nos anciens qui connaissent ces traditions disparaissent. Oui, ça se perd. Et nos enfants partent étudier ailleurs. Oui, parce que pour préserver une culture, il faut que les gens restent au même endroit, c'est ça? Oui, comme à l'époque, exactement. Et alors, votre couronne, vous la gardez dans votre bureau, c'est ça? Tu veux voir la couronne? Oui, c'est possible. La royauté afro-bolivienne a été instaurée par les Espagnols pour contrôler la population d'esclaves. Aujourd'hui, le roi Julio conserve le titre et joue surtout un rôle de médiateur au sein de sa communauté. Et ici, c'est votre bureau? C'est ça. Ah, et puis vous avez des armoiries propres à votre maison? Oui, c'est un symbole important. Incroyable. Et voilà la couronne. Ah, fantastique. La couronne des rois afro-boliviens, alors? Oui, c'est ça. Je peux la toucher? Oui, allez-y, allez-y. Mon grand-père la portait, ainsi que ses ancêtres. Et madame, quand vous le voyez avec sa couronne comme ça, vous vous sentez comment? Heureuse. Bonjour. Bonjour. C'est votre fils? C'est mon fils. C'est lui qui va perpétrer la tradition. Il est le prince, l'héritier du trône.
Quel âge as-tu? J'ai 19 ans. Alors comment vois-tu l'avenir de la communauté afro-bolivienne dans ce pays? Les choses ont beaucoup changé. Quand je discute avec mon père, il me raconte comment c'était à l'époque où il était jeune, et je peux comparer avec aujourd'hui. En ce qui concerne le racisme, par exemple, ça a beaucoup diminué. Pas complètement, mais ça a diminué de manière importante. Car on a un président indigène et on travaille ensemble. On se soutient. Est-ce qu'il a changé les mentalités ici en Bolivie? Oui, il est en train de changer la mentalité des siens, les Aymaras. Mais il soutient aussi le peuple afro-bolivien. Bon ben merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre pavillon royal. Hein, c'est comme ça qu'on doit l'appeler maintenant. À bientôt. Non mais regardez-moi ça quoi. C'est sublime. Bon, après 3 semaines de montagne, de désert ou de plaine, j'avais envie de boire de l'eau. Mais le problème avec la Bolivie, c'est qu'ils n'ont pas l'accès à la mer. La seule chose qu'ils ont, eh bien, c'est le lac Titicaca. Un lac absolument sublime, un lac mythique. Mais regardez-moi cette eau, quoi. Turquoise, on se croirait en Méditerranée. Bon, si je suis venu aujourd'hui sur le plus haut lac du monde, on est quand même à 3800 mètres ici, c'est pas pour apprécier la vue qui est spectaculaire, mais c'est surtout pour rencontrer une unité d'élite de la marine bolivienne. Et oui, la Bolivie n'a pas d'accès à la mer et pourtant elle a une marine. L'unité de plongeurs de combat de la marine bolivienne a développé un savoir-faire unique. Les marins des armées du monde entier viennent apprendre ici les techniques de plongée en haute altitude. C'est le lieutenant Luis Gallo qui supervise les entraînements de ces Navy Seals à la sauce bolivienne. Nous sommes la seule unité militaire au monde qui pratique la plongée à cette altitude. 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Qu'est-ce qui change quand on plonge à cette altitude? À cette altitude, quand nous plongeons, c'est comme si l'on triplait le niveau de profondeur. Par exemple, si nous descendons à 40 mètres, c'est comme si nous étions plus ou moins à 120 mètres. Et cette cloche, c'est comme pour les Navy Seals ou quoi? Pourquoi le métal est si abîmé? Si tu regardes, il est tout rayé, à cause de toutes les personnes qui sont venues pour essayer de devenir plongeurs et qui n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que l'entraînement est très rigoureux? L'entraînement est très difficile. Chaque groupe de plongeurs est présélectionné par l'armée. Il y en a 50 à 60. Ils passent une sélection et il n'en reste que 5 ou 6 au final. Et ceux qui n'arrivent pas, ils doivent venir ici? Ils viennent sonner la cloche. Et quand tu vois l'état de la cloche, c'est parce que tout le monde sonne. Bon, moi je veux bien plonger maintenant. Tu vas le faire? Bien sûr, allons-y. Allez, allez! Franchement, on dirait pas un lac. Hein. Ça ressemble à une mer ici. Il y a des vagues partout. C'est vrai qu'elles sont un peu fortes. Tu peux voir comme les vagues laissent un grand vide dans leur sillage. 3 bases, comme celle des plongeurs d'élite, sont disséminées autour du lac. Ce pays enclavé a conservé sa marine, dans l'espoir de retrouver l'accès au Pacifique, perdu à la fin du 19e siècle. Et si un jour la marine bolivienne obtient un accès au Pacifique, qu'est-ce que cela représentera pour vous? Comment vous vous sentirez? La Bolivie a toujours cru qu'elle retrouverait son accès à la mer.
Son peuple y est préparé depuis longtemps. C'est pour ça qu'il existe cette section de l'armée bolivienne. Quand on m'a dit que j'allais plonger dans un lac, je me suis dit ça va être tranquille, un petit lac de Genève quoi, mais ici, non, c'est une vraie mer intérieure, hein. Ça secoue pas mal. Et l'eau est à 12 degrés je crois, donc je pense qu'entre l'altitude, la température et l'oxygène, ça va être un vrai défi. Une fois dans l'eau, tu vas commencer à ressentir le froid. Donc tu vas devoir essayer de rester tranquille, de te détendre, afin de ne pas être essoufflé. Faut pas que je respire trop vite. Ce qui est dingue, c'est que rien que le fait de me préparer, quoi, ça épuise l'oxygène. Ça, il faut faire quand même très attention. À 7 mètres sous l'eau, le sergent me demande si je n'ai pas trop froid. Pour l'instant, tout va bien. La plongée continue. On est maintenant à moins 15 mètres, soit l'équivalent de 45 mètres de profondeur au niveau de la mer. Par ici, Diego. Par ici. Diego. Diego de nuevo, arriba. Sí, Diego de nuevo. Go. Bon, c'était super, hein? Mais alors, est-ce que la densité de l'eau est la même qu'en mer? Non, ici elle est plus dense. Mais pourquoi? À cause de l'altitude? À cause de l'altitude et puis parce qu'il s'agit d'eau douce. Oui, je le sentais quand j'avançais dans l'eau. C'était plus difficile. Et puis j'avais du mal à trouver ma flottabilité. J'avais l'impression que le lac me tirait vers le bas. Voilà. Bon voilà, c'est la fin de cette aventure en Bolivie. C'est quand même un pays assez dingue et surtout un pays sublime. J'espère que ça vous a plu. Et moi j'espère vous retrouver bientôt quelque part d'autre sur la planète. J'arrive pas à parler tellement je suis froid. Allez, ciao. Non, si t'avances plus vite, tu vas décoller, tu vas tomber par terre, t'inquiète. Là et maintenant on va suivre un peu la trace de cette coque pour aller... Non, c'est pas de la coque. Alors. Ciao. Ciao. Y compris des labos pour